Donc, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, donc le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru et aujourd'hui, je reçois un invité qui est relativement très connu, qui est le journaliste Antoine Joubert. On va discuter en fait du sujet qu'est-ce que c'est un journaliste dans le monde de l'automobile et la relation surtout qu'il y a avec le manufacturier puis les véhicules. Donc, bonjour Antoine, comment ça va? Ça va bien. La relation avec les véhicules, c'est un peu bizarre, comment tu l'as dit, mais ça va super bien. Oui, relation professionnelle avec les véhicules. C'est ça. Antoine, je te demanderais, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui connaissent ton nom, tous les jeunes ou tous les gens, en fait, qui ont aimé le guide de l'auto ou qui ont écouté RPM te connaissent quand même très bien, probablement. Ouais. Mais il y a peut-être des gens qui t'ont peut-être moins connu, peut-être les gens beaucoup plus jeunes aussi. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours professionnel qui t'a apporté à ta carrière qui est actuelle de journaliste automobile? Ben écoute, si je remonte au début, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par les voitures, toujours. Là, j'avais 5-6 ans, puis je demeurais sur un coin de rue. J'avais des headsets de 8 pieds de haut à ma maison. Et j'entendais les voitures passer de l'autre bord de la headset, puis j'étais capable de dire c'était quoi, juste au son. Okay. Tu sais, c'était... À quel âge, ça? Ah, j'avais 5, 6, 7 ans, je reconnaissais les mécaniques, tu sais, c'était... Fait que c'était vraiment... J'avais cette passion-là, vraiment... innée en moi, qui me vient probablement de mon père, qui lui était pas un passionné de voiture, mais qui était un passionné de musique, puis il m'a transmis une passion en m'achetant des Hot Wheels quand j'avais pas l'âge de marcher. Okay. C'est écrit sur les paquets Hot Wheels, d'ailleurs, que c'est 3 ans et plus, mais il a pas respecté cette règle-là. Ah ouais. Mon grand bonheur. Et non, écoute, j'ai gravité dès que j'ai pu avec des automobiles. Tu m'achetais pas autre chose que des petites voitures quand j'étais petit. Ça servait à rien. Un peu des Lego, là, mais tu sais, j'ai jamais joué avec des G.I. Joe ou n'importe quoi de ce genre-là. C'était juste des petites voitures. C'était exactement ça. Puis, tu sais, j'ai dessiné des voitures quand j'étais jeune, au secondaire, tu sais, mes amis m'appelaient Car Guide, tu sais, c'était vraiment, ouais. C'était vraiment une passion. Et puis, quand est venu le temps de faire mes études, j'ai ciblé le Georgian College en Ontario, qui est en fait un cours en business marketing automobile. C'était pas encore clair à mon esprit que j'allais devenir journaliste automobile, mais j'avais une passion pour ça au point où j'écrivais des chroniques automobiles dans le journal étudiant de l'école. Là, tu sais, donc, je suis parti là-bas, étudier en Ontario. J'ai découvert un univers qui m'a plu instantanément puisque, ben là, j'avais une relation directe avec des manufacturiers, avec l'industrie. Tu sais, parce que c'est un cours qui va t'apprendre, grosso modo, comment fonctionne un concessionnaire automobile, comment l'industrie fonctionne aussi, en général. Okay. C'est quoi le nom du cours? Te souviens-tu? C'est Business Marketing Automobile. Okay. Donc, c'est vraiment... J'ai entendu parler, mais... C'est vraiment ce cours-là. Puis, à l'époque où moi, j'étais là, c'était seulement de niveau collégial. Bon, évidemment, on fonctionne sur le même système que le système américain en Ontario. Ouais. Donc, t'as 3 ans de collège et t'as l'équivalent d'un DEC ici, si tu veux. Et pour avoir un degré universitaire, il fallait aller dans une université américaine parce que le Georgian College n'offrait pas cette option-là à l'époque. Le fait aujourd'hui. Mais donc, je suis sorti du Georgian College et j'ai eu différentes offres d'emploi, mais une au Québec. Et je me voyais mal, à cette époque-là, rester en Ontario. Pour moi, je n'avais aucun intérêt à aller m'installer à Scarborough, sur le bord d'une autoroute, dans une ville en ciment, pas d'arbres. Je perdais toutes mes racines n'étaient pas là, puis je voulais revenir au Québec. Donc, je me suis retrouvé dans une boîte qui s'appelait Autolink et qui est devenue auto123.com avec le temps. Oui, qu'on connaît bien. Et j'avais été engagé là-bas vraiment pour mes qualités de connaissance automobile. Autrement dit, on développait un configurateur virtuel, on pouvait aller bâtir des voitures en ligne. Là, on est en 1999, donc c'est vraiment au tout début de tout ça. Et c'est là que, bon, évidemment... Autolink /Auto123 étant une plateforme média, ben, il y avait des journalistes comme Benoît Charette qui avaient été sollicités pour écrire des articles sur ce site-là. Okay.
Et j'ai commencé à écrire là, tout simplement. Puis le reste s'est fait graduellement. Il faut aussi que je te dise que j'avais eu la chance, plus jeune, de rencontrer Jacques Duval. Il demeurait dans la même région que moi, Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. J'allais cogner chez lui à vélo quand j'étais jeune. Je ne l'ai jamais rencontré de cette façon-là, mais je l'ai rencontré un peu plus tard. Et puis, il a vu que j'étais passionné d'automobile. Puis, il m'a invité à des matchs comparatifs du Guide de l'auto dès 1997, si ma mémoire est bonne. Okay. Donc là, c'est vraiment là où j'ai eu la piqûre du métier, bien sûr. Parce que là, je voyais qu'on avait accès à toutes sortes de voitures, on pouvait les essayer, les comparer, on avait de l'information qui rentrait. J'ai fait les fiches techniques à un moment donné pour le Guide de l'auto alors que j'avais pas de ressources, alors que j'avais même pas d'Internet. Aujourd'hui, c'était tout un défi là, quand tu es un petit blanc-bec d'appeler à Toronto et d'essayer d'avoir de l'information sur des autos alors que, regarde, t'es qui, pourquoi tu nous appelles? Bon, fait que c'était vraiment... j'ai fait mes classes, tu sais, puis j'ai commencé à emprunter des voitures médias tranquillement à des compagnies qui, je dirais qu'Honda est peut-être une des compagnies qui m'a donné ma chance au début à ce niveau-là. Okay. Daewoo, Suzuki, c'est drôle, hein, toutes des compagnies qui sont disparues. mais des marques comme ça, peut-être que les journalistes automobiles pour lesquels avaient peut-être un peu moins d'intérêt, donc eux autres me prêtaient des voitures. Puis là, j'ai commencé à écrire grâce à ça. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça. Je suis passé de Auto 1, 2, 3 à AutoNet, au Guide de l'auto. Après ça, j'ai travaillé, j'ai été chef de contenu chez Sympathico Auto avant que le site ne soit fermé. Puis j'ai quitté Sympathico Auto peut-être 1 an et demi avant que ça disparaisse pour me retrouver chez RPM. Jusqu'en début 2018. Et puis après RPM, le Guide de l'auto, et puis ça poursuit. Et voilà. Cool. Fait que j'ai joué un peu à la chaise musicale, comme bien du monde dans ce métier-là. Mais, effectivement, c'est un métier, je pense, il faut que tu t'attendes à ça aussi. Puis, je veux dire, les journalistes automobiles, c'est un peu... c'est un cercle fermé. Je veux pas dire fermé, parce que oui, il arrive de nouveaux joueurs, puis c'est parfait, puis ça en prend. Mais c'est un peu comme les journalistes sportifs. C'est vraiment une clique. On est une quarantaine au Québec, et puis on se partage la tarte, puis voilà. Puis quelqu'un qui voudrait faire ça ou qui aimerait s'enligner vers ça, y a-tu un conseil que tu peux lui donner? Écoute, il se passe pas une semaine sans que je reçoive pas cette question-là de jeunes qui se demandent... mais tu le vois tout de suite, parce que moi, je reçois des messages de gens qui aimeraient ça faire ce métier-là, puis quand il y a 6 fautes dans une phrase, tu comprends tout de suite que ça n'arrivera pas. Mais donc, la qualité du français est importante. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, un journaliste automobile, ça peut pas être pareil comme il y a 20 ans. Parce que même quand moi j'ai commencé, c'était les débuts de l'Internet et j'ai commencé sur Internet et t'as pas idée le nombre de fois où je me suis fait claquer la porte au nez parce que l'Internet, c'était quoi ça? C'était une mode, ça durera pas. Les médias traditionnels, c'était les journaux, la radio, la télé, puis ça finissait là, puis tout le reste, c'était pas important. Fait que, puis aujourd'hui, l'Internet est rendu un média traditionnel. Puis c'est le journal qui est plus intéressant. Fait que, donc, moi, ce que je dis à tous ceux qui veulent plonger dans l'aventure, d'abord, n'allez pas perdre votre temps à faire un cours de journaliste parce que ça n'a rien à voir avec le métier. Ah ouais? OK. Ça n'a rien à voir. Parce qu'un cours de journalisme, d'abord, de ce que j'entends de ceux qui ont suivi un cours de journalisme à l'université, c'est un cours qui est archaïque, qui n'est pas adapté à la réalité moderne du métier. Okay. Mais d'autre part, tu vas faire un cours qui est en direction parallèle avec le métier que moi je pratique. Parce que du journalisme pur et dur, c'est pas nécessairement ce que je fais. Il faut que tu sois passionné de voiture, il faut que tu manges de l'automobile, il faut que tu sois bon en français, il faut que tu sois bon communicateur, mais il faut que tu sois multidisciplinaire. Donc, il faut que tu sois capable de faire tes photos, il faut que tu sois capable de parler à la radio, de passer à la caméra, de t'adapter à toutes les réalités. Moi, je suis un dinosaure, là, tu sais, je veux dire, on me demande d'aller sur TikTok aujourd'hui. Je peux te dire que mes enfants rient de moi, là. Parce que, papa, tu iras pas sur TikTok, j'aurai pas le choix. C'est sûr que je vais m'adapter à un moment donné, mais c'est ça la réalité, tu sais. La seule chose que j'ai jamais, dans laquelle je suis jamais plongé, c'est Twitter,
qui, je ne pense pas, soit adapté au genre de contenu que je vais faire. Peut-être que pour d'autres journalistes automobiles, ça peut, mais en ce qui me concerne, je vois pas l'intérêt d'aller là. Mais c'est sûr que Facebook, YouTube prend une place de plus en plus majeure. Et je te dirais que depuis le début de la pandémie, ben j'ai mis un peu plus d'efforts là-dessus. Et là, je vois le retour d'ascenseur parce qu'il y a du trafic affluent. J'ai doublé ma clientèle partout. Même que sur YouTube, c'est... je te dirais, près de 50% des gens qui m'écoutent sur YouTube viennent d'Europe. Donc, c'est dire à quel point tu rejoins une clientèle qui est large, l'automobile, c'est fou. Puis les Français, ils tripent sur les Cadillac Escalade, les F-150, tout ce qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Ben, ils n'ont pas accès à ça. OK, je savais même Puis quand tu leur dis qu'un Chevrolet Silverado qui roule à 13 litres au 100 ou 13 litres et demi au 100, ben, tu trouves ça raisonnable. Eux autres, ils se tapent les mains sur les cuisses parce qu'une voiture qui consomme plus que 5 litres, pour eux, c'est trop. Fait que c'est très particulier. Tu sais, c'est 2 poids, 2 mesures. Fait que ça aussi, c'est un nouveau plaisir coupable, je te dirais, que de travailler sur YouTube et d'aller rejoindre un auditoire en dehors des frontières du Québec. Puis est-ce que tu sens que, par exemple, en faisant des choses pour YouTube, peut-être plus, tu sais, comme les podcasts que tu fais, ces trucs-là, est-ce que tu sens que tu as une plus grande liberté que tu avais, mettons, il y a 10 ans, quand tu étais plus axé vers la TV et compagnie? Est-ce que tu sens que tu D'abord, il faut que je te dise un truc. RPM est probablement une des tribunes où la liberté d'expression était au cœur de la prémisse de base de l'émission. Même si c'est une émission construite dans un cadre très serré, la liberté d'expression est importante. C'est important pour Pierre Michaud, c'est important pour l'équipe, puis c'est ce qui fait que l'émission existe encore aujourd'hui. Bon, tu peux être ou ne pas être d'accord avec les opinions de l'interlocuteur qui est à l'écran, ça c'est une chose. Mais moi, je peux te raconter, par exemple, l'histoire de la Dodge Dart. On remonte en 2013. Et évidemment, j'avais fait une critique catastrophe de cette voiture-là qui a été un fiasco dès le jour 1. Sauf que Chrysler avait acheté 500 000 $ de publicité à V à l'époque. Et Karine Vanasse, qui était la conjointe de Maxime Rémillard, donc propriétaire de la station à l'époque, conduisait une Dodge Dart, s'était présenté à la présentation de programmation de la saison en cours au volant d'une Dodge Dart. Il y avait un gros tapage publicitaire entourant cette voiture-là AV. Et moi, j'allais démolir le produit. Je pense que c'est une des pires critiques que j'ai faites à cette émission-là en 8 ans. J'allais démolir Et évidemment, bon, l'agence de pub responsable de ça est en désaccord total avec le contenu. Les téléphones se sont mis à sonner. Mais Pierre et l'équipe s'est tenu debout. Et je te dirais que le relationniste de Chrysler de l'époque a lui aussi mis son poing sur la table en disant... L'agence de pub n'a pas à se mêler du contenu. Puis la seule entente qu'on avait prise à cette époque-là, c'est de décaler de quelques semaines la diffusion de cette émission-là. Rejouer avec les... Bon, pour pas tomber en plein dans le milieu de la campagne, pas faire exprès, mais on n'avait pas changé une virgule au contenu. Alors, c'était quelque chose d'important pour RPM, c'était quelque chose d'important pour moi. Et tu vois, au début de ma carrière, je m'en suis rapidement rendu compte parce que chez Auto 123, c'était pas ça. Fallait faire plaisir aux clients, les clients étant les concessionnaires. Et ça me plaisait pas. Moi, j'ai écrit plusieurs articles sur le site d'Auto 123. Là, on remonte 2004-2005, qui ont été retirés parce que les concessionnaires se plaignaient puis menaçaient de retirer leur publicité, etc. Fait que, tu sais, quand tu vois ça, puis que tu comprends cette importance-là, ben moi, depuis, ça a toujours été quelque chose de capital. Tu sais, il y a du bon, il y a du mauvais dans tout. Il y a des meilleurs produits que d'autres, mais aujourd'hui, il y a surtout des mauvais achats. Des véhicules Citroën, oui, il y en a des moins bons que d'autres, mais tu sais, je n'ai pas eu cette chance de pouvoir faire mon métier à l'époque où on vendait des Lada puis des trucs comme ça. Donc
que te dire que j'ai essayé des véhicules épouvantables, oui, il y en a eu, tu sais, qui étaient vraiment, vraiment décevants, là. Mais plus le temps avance, moins la qualité d'un produit est critiquée. Je te dirais qu'en fait, depuis 2-3 ans, les véhicules les plus décevants que j'ai conduits en termes de qualité de fabrication, c'est des Tesla. Et là, j'entends tout de suite les amateurs de la marque me fusiller parce que quand je critique Tesla, j'ai déjà reçu des menaces de mort. Ah ouais, c'était une des questions que je voulais te poser, effectivement. J'imagine que tu dois te la faire poser par ta famille à Noël 100 fois, là, mais c'est quoi le pire char dans les dernières années que tu as conduit ou que tu ben, je veux pas dire que c'est la pire voiture. C'est pas la pire voiture. C'est-à-dire que la technologie Tesla est exceptionnelle. Il n'y a rien pour arriver avec ça. Tous les constructeurs automobiles sont en réaction au succès de Tesla. Ouais. Donc, la technologie de Tesla est exceptionnelle. Sauf que pour moi, Tesla, c'est pas un constructeur automobile. C'est une compagnie qui développe de la technologie de pointe et qui adapte ça dans un véhicule qui est mal construit. Fait que c'est ça le problème. Puis moi qui est un passionné d'automobile, je trouve ça insultant. Ouais. Parce que, je veux dire, il n'y a pas une Chrysler que tu vas aller acheter. Tu sais, Chrysler, c'est un peu, la ligne... c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, là, mais jusqu'à il y a 4-5 ans, là, des Dodge Journey, là, des trucs comme ça, là, la qualité n'était pas là. On s'entend? Quand tu comparais à d'autres... la qualité n'était pas là. Mais quand je compare ça avec un Tesla, je fais, sais-tu qu'un Journey, c'était pas si pire? Ah ouais, puis quel aspect de la Tesla? Une Tesla, c'est pas conçu pour notre climat, c'est mal assemblé. Il y a une inégalité dans la qualité de construction. Puis oui, il y a les panneaux de carrosserie qui n'arrivent pas, là, puis qui sont mal ajustés, puis tout ça, mais la qualité de peinture n'est pas là. La qualité des pièces de suspension, les bruits de caisse, les craquements quand tu conduis ça. Sauf pour le prix que tu payes, là, surtout. Ben, moi, je pense pas que le prix devrait être garant de la qualité d'un produit. La preuve, c'est que les meilleures voitures au monde sont toujours celles qui coûtent le moins cher. Une Corolla, c'est plus fiable que n'importe quoi. Puis tu trouveras jamais une voiture de 100 000 $ plus fiable qu'une Corolla. Jamais, jamais, jamais. Ça n'existe pas. Plus tu mets des gadgets dans une voiture, plus les risques de bris sont élevés. Fait que pense pas que ta Audi A8 va être une voiture plus fiable que ta Corolla. C'est impossible. Même ta Lexus de 125 000 est plus à risque qu'une Corolla de 20 000 parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, puis c'est une formule éprouvée. On en fabrique, juste pour le marché canadien, on en fabrique 35, 40, 45 000 copies par année. Je veux dire, pourquoi on voit encore des tercelles sur la route aujourd'hui? C'est fou, hein? Pas juste une, là. On en voit tous les jours, là. La plus récente des tercelles, c'est une 1999. Elle a 22 ans. Puis on la voit encore sur les routes. Trouve-moi une voiture qui est plus fiable que ça. Ça, c'est fiable. Ça, c'est une bonne auto. Mais en même temps, tu souffres. Tu sais, je veux dire, c'est une automobile dans sa plus simple expression. Tu veux pour aller du point A au point B. Exactement. C'est pas, pour les passionnés d'automobile, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, quelle est la pire voiture que j'ai pu conduire? Écoute, en termes de qualité de fabrication, je te dirais que Tesla, dans les 2-3 dernières années, c'est ce qui m'a déçu le plus, mais c'est sûr que j'ai conduit... je pense que la pire voiture en carrière, c'était une Pontiac G6 décapotable. J'ai jamais vu... Le style est assez... nonobstant le style, la conception avait juste aucun bon sens. Puis GM, dans ces années-là, avait encore beaucoup d'audace, essayait des trucs. Ça a donné lieu à des produits comme le SSR, comme le GMC Envoy XUV. Toutes des affaires qui n'avaient aucun bon sens, mais on l'a essayé. Aujourd'hui, on en rit. On parle du Pontiac Aztek. On rit du Pontiac Aztek. Mais aujourd'hui, ce qui est ironique, le début de l'Aztek, ça date de 20 ans. Ça fait 15 ans que le véhicule n'est plus sur le marché. On n'en voit pratiquement plus de ces véhicules-là parce que la qualité était très ordinaire. Mais... au même titre, par exemple, que la Dodge Caliber, l'Aztek, c'était pour moi un véhicule, une super bonne idée, mal exécutée. La Dodge Caliber, pour moi, c'était une excellente Toyota Matrix, mais avec une qualité de fabrication épouvantable qui a tué le produit. Parce que quand tu regardais la façon dont ça avait été pensé, c'était une rivale directe de la Matrix, puis c'était une voiture géniale sur le plan des idées, de l'innovation, du design. Puis elle était belle. Mais les comptables sont rentrés là-dedans, ils ont coupé dans la qualité, puis ça a donné ce que ça a donné. Fait que ça, on a vu ça beaucoup dans les années 2000 dans l'industrie américaine. Puis c'est un peu dommage, mais en même temps, oui...
quand tu essayais... Je te dirais que les GM, là, du milieu des années 2000, un Pontiac Grand Prix GXP avec des pneus plus larges en avant qu'en arrière, puis un moteur V8 transversal, ça n'avait aucun bon sens. Tu sais, il y a eu des trucs là, que j'ai essayé comme ça qui avaient ni queue ni tête. Mais de façon générale, tu sais, je peux pas dire que j'ai souvenir de voitures qui étaient si épouvantables que ça. C'est toujours la façon dont la voiture est mise en marché. Ouais. Oui, tu sais, j'ai essayé des Maserati, je me suis pas rendu au coin de la rue, la voiture a brisé. Non. Il y a une Jaguar qui s'est vidée d'huile dans la cour d'un de mes collègues. Wow. Tu sais, on a vu des histoires comme ça, mais rien à comparer avec le trio de Jacques. Quand je dis le trio de Jacques, c'est Jacques Bienvenu, Jacques Duval et Jacques Rainville, qui étaient les 3 journalistes automobiles au Québec dans les années 80. Ben, eux ont essayé les pires citrons, puis ils en ont des histoires d'horreur à te raconter. Ajoute à ça Denis Duquet. Et d'ailleurs, si tu invites Denis Duquet à ton micro et tu essaies de l'avoir pour moins de 45 minutes, ben bonne chance, parce que c'est un moulin à parole. Ouais. Que là, moi, je m'écoute parler, puis je parle pas mal, mais Denis, pour te raconter des histoires, il n'y a rien pour arriver avec lui, là. Puis si on revient un peu au côté manufacturier avec ton emploi, comment ça fonctionnait? Tu me parlais au début, Honda était une des marques qui t'a laissé ta chance au début un peu plus. Est-ce que c'est eux, par exemple, qui t'approchaient un peu plus ou c'est toi qui approchais les manufacturiers? Ou au début, c'était moi. Donc, d'abord, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'emprunte que très, très, très rarement des voitures à des concessionnaires. Ça va toujours être des voitures dédiées à des parcs médias. OK, ça existe, ça. Donc, la marque a un parc média. C'est ça, exactement. Donc, par exemple, Volkswagen Canada, GM Canada, Ford, bon, tout le monde a un parc média. Ferrari n'en a pas. Va envoyer une voiture de temps en temps. Bon, puis dans ces cas-là, un peu plus spécifiques, ben c'est du SRA. Tu sais, je veux dire, tu as une chance une journée de pouvoir conduire cette voiture-là, ben parfait, tu le fais. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'évidemment, le marché étant plus grand, la Californie, ils ont des parcs médias de Ferrari, mais on n'a pas ça chez nous. Ouais. Donc, mais pour la majorité des marques, il y a des parcs médias. Okay. Et aujourd'hui, je te dirais que c'est du 50-50. Des fois, c'est moi qui vais envoyer des courriels pour des emprunts de véhicules. D'autres fois, c'est eux qui vont me solliciter. Quand il y a une nouveauté qui arrive sur le marché, on m'envoie un courriel, on dit « Cette voiture-là va être disponible à partir de telle date. Veux-tu l'essayer, oui ou non? » Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais je me rends compte qu'au fil des années, les relations publiques, donc la relation entre le constructeur automobile et le journaliste, changent un peu. C'est-à-dire que auparavant, on faisait des événements médias pour un nouveau produit. Ford a lancé la nouvelle Mustang en 2005. On a fait un gros dévoilement. Ça a été la même chose pour chacun des véhicules. Puis après ça, ben écoute, c'était des updates, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est plus des campagnes marketing. On a vraiment... Les manufacturiers sont rendus au point où ben tu vois, notre F-150 s'est vendu un peu moins dans telle région cette année. On va faire un événement média. On va inviter les journalistes. Ils vont aller conduire le véhicule. Ils vont écrire quelque chose pour nous. Puis ça va nous faire une belle publicité gratuite. Puis comment vous faites comme journaliste pour garder une certaine objectivité là-dedans? Parce que tu veux pas le manufacturier. Puis c'est une des questions que j'imagine que vous devez vous faire poser souvent. Tu sais, le côté, s'ils vous payent pour parler en bien de ce char-là, tu sais, c'est-tu vraiment ce que tu penses? Comment vous gardez cette relation-là? Ou... Je te dirais pas que c'est tout un défi, mais évidemment, les constructeurs automobiles ont le devoir de te faire... non, je te dirais même pas ont le devoir, mais ont le désir de toujours te faire sentir comme roi et maître et faire miroiter leurs produits sous le plus beau jour. Ouais. Moi, ma job, c'est oui, de critiquer le produit, mais et je me suis développé peut-être un peu une expertise là-dedans, c'est d'aller fouiller autour. T'as beau me présenter un Mazda CX-30, nouveau, fraîchement arrivé, mais c'est quoi la stratégie autour de ce véhicule-là? Parce que tu arrives avec un CX-30 aujourd'hui, mais en même temps, tu vas tuer ta Mazda 3. Puis tu as des concessionnaires qui en ont plein cours. Ouais. Puis la Mazda 3, c'est l'icône de Mazda depuis 15 ans. Ah. Alors là, es-tu conscient qu'en lançant un produit comme celui-là, tu viens de tuer ton autre produit, puis si tu ce que tu veux, sont où? Fait que moi, c'est là que je vais aller fouiller. Puis je suis toujours très critique envers la planification de produits, la mise en marché, parce que c'est des métiers que j'aurais aimé
pratiqué moi-même, là. Je m'en cache même pas. Il n'y a pas une année. Je te dirais jusqu'à il y a 3-4 ans. Il n'y a pas une année où je me suis pas dit hey, je fais-tu le saut de l'autre bord de la clôture. Ah ouais, aller dans un manufacturier. Ah ben oui, Développer parce que moi, quand je vois, par exemple, une marque comme Acura actuellement avoir une gamme de nouveaux produits super intéressante avec un manufacturier qui se pogne là derrière et qui ne fait aucune campagne marketing, à part des publicités américaines faussement traduites où tu vois une TLX drifter à 240 km/h dans un désert, ce qui rejoint absolument personne. Je me dis, à quoi ils ont pensé? Ils ont un produit super convaincant, mais ils n'ont pas de service de relations publiques parce qu'Honda, autant c'était génial à l'époque, autant aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ah ouais? Ils n'ont pas de service de relations publiques. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas de planificateurs. Oui, ils ont des planificateurs produits, mais qui doivent se plier aux exigences des Américains. Puis tu as l'impression que côté marketing, ils l'ont complètement échappé. Ils sont pas là. C'est frustrant. Moi, je me mets à la place de la clientèle et des concessionnaires, puis je t'en rogne. Alors que du côté de chez Nissan, qui longtemps ont eu des produits très ordinaires, ben eux, le marketing, ont ça à fond la caisse. Ça fonctionne. Là où l'erreur a été faite chez Nissan, c'est qu'ils ont fait ce que j'appelle dans le jargon du dumping. Ils ont rempli les cours des concessionnaires, il fallait faire du volume, mais en ne gardant pas conscience que plus tu fais du volume, plus tu baisses tes prix, plus tu affectes l'image de ton produit et sa valeur. Ouais. Et ça, ils se sont tirés dans le pied parce qu'aujourd'hui, ils en payent le prix. Ouais, mais c'est tout ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas le Nissan Rogue. Oui, le Nissan Rogue est un produit correct, mais c'est tout ce qui va autour. Puis c'est pour ça que je tiens à avoir des relations avec des concessionnaires de toutes les marques parce que eux vont me nourrir beaucoup en information. C'est certainement pas les relationnistes des compagnies qui vont me donner ce son de cloche-là. Donc, c'est pour ça que j'aime ça aller tâter autour du produit et non pas me concentrer que sur le véhicule lui-même. Je comprends. Puis, cette même relation-là, tu sais, dans un cadre de travail que Ford t'approche, par exemple, pour te dire « Hey, on a un nouveau produit c'est quand même simple à visualiser, mais tu sais, une question qui doit brûler les lèvres à beaucoup de gens qui aimeraient poser la question à un journaliste, c'est, par exemple, quand tu travaillais avec RPM, avec l'équipe de RPM, est-ce que vous faites offrir des pots de vin par des entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, ça, des entreprises ou des gens qui vous demandent de sugarcoat un peu leur véhicule? Écoute, moi, je peux te dire qu'il y a des journalistes qui en ont encore. Ah ouais, okay. Je te nommerai pas personne, mais je peux te dire qu'il y a des journalistes qui en ont encore, big time. Puis je pense que les gens qui regardent le métier qu'on fait sont capables de le savoir assez facilement, là. Parce que c'est une des choses qui a été critiquée par l'émission. Puis je parle pas, c'est pas nécessairement des chèques, là. On parle pas d'argent, mais on parle de beaux bénéfices, mettons. Oui, des avantages. Donc ça, oui, ça existe de façon isolée, beaucoup moins qu'avant. Parce que même les manufacturiers ont compris que, dans le fond, ça vaut pas vraiment la peine. Parce que le journaliste qui plonge là-dedans perd toute crédibilité. Donc, à quel point tu veux aller jouer dans ce terrain-là. Des pots de vin, il y en a eu. Des belles relations d'affaires, il y en a eu, oui. Moi, je me suis toujours dissocié de ça. On me propose à chaque année des voitures en essai pour 1 an. Non, j'en veux pas. Ah ouais? Okay. Ben oui, pas plus tard que la semaine passée. Regarde, Mitsubishi m'a offert d'avoir un véhicule pour 6 mois, le nouveau Outlander qui va arriver dans quelques semaines. Veux-tu en avoir un pour 6 mois? Non, merci. Je vais l'essayer 1 semaine ou 2, comme n'importe qui va faire, puis je vais faire mon métier. Je veux dire, la dernière affaire que j'ai besoin dans ma course, c'est une autre voiture. Là. J'ai les miennes, puis j'ai pas assez de temps pour les rouler. Fait que, mais je te dirais que non. Moi, j'ai jamais voulu tomber dans ce panneau-là. J'ai eu des voitures en essai long terme, des périodes de 3 mois, il y a une quinzaine d'années. Ça dormait dans le cours, ça faisait rien. Puis après ça, tu te sens redevable du constructeur parce que tu as prêté un auto pendant 3 mois. Ça m'intéresse pas. Parce que tu es arrivé à telle place, il y a eu une photo, puis tu n'es pas avec son char. Puis non. Je veux dire, tu n'as pas l'obligation de la conduire à tous les jours. Mais moi, c'est sans intérêt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après 2-3 mois? Là, de toute façon, là, j'ose croire qu'en 2-3 mois, elle ne brisera pas. Fait que, je veux dire, c'est pas un réel essai. En une semaine ou. Mais la relation entre
départements médias de constructeurs automobiles et des journalistes, elle est très importante. Et c'est tellement inégal d'un manufacturier à l'autre. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, là, par exemple, Audi, on n'en a pas vraiment. Honda, on n'en a pas vraiment. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas vraiment? Ben, parce que les gens qui sont en place et où l'entreprise ne ressent pas le besoin de pousser ça à fond, alors que chez d'autres constructeurs, c'est complètement l'opposé. Okay. General Motors fait un bon travail là-dedans. Chrysler fait un bon travail. Mazda, Nissan, je pourrais t'en nommer. Je veux dire, ils ont une équipe de relations publiques qui fonctionne très bien. Des gens qui, évidemment, deviennent des amis avec le temps, avec qui on développe des relations. Il y a un jeu de chaises musicales chez les constructeurs aussi. Donc, les PR qui vont passer d'une compagnie à l'autre, on le voit, bien sûr. Mais il y a des entreprises qui ne voient pas la nécessité d'avoir un département vraiment élaboré à ce niveau-là. Puis à ce moment-là, c'est à nous de se débrouiller pour pouvoir rester à l'affût de ce qui se passe chez ces constructeurs-là. Tu sais, j'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec un concessionnaire Audi, puis j'ai dit, écoute, la dernière fois que j'ai conduit un Q5, là, ça fait au moins 7-8 ans. Ah ouais. Je veux dire, c'est-tu normal que ces véhicules-là... Je veux dire, il faut que j'emprunte des véhicules à des amis qui en achètent pour pouvoir être à l'affût. Tu sais, c'est pas normal. Puis les concessionnaires en sont pas plus heureux, là. Ouais. En sont pas plus heureux. Des fois, c'est, oui, l'accès à des véhicules, mais surtout, c'est le manque d'information. Ouais, qui est crucial dans ton métier. Qui est crucial. Puis à chaque année, c'est la même guerre. Par exemple, pour le guide de l'auto ou l'annuel de l'auto de Benoît Charette, que je salue, bien, c'est toujours la même chose. On est au début de l'été, au milieu de l'été, on a besoin d'informations rapides sur les modèles à venir. Puis tu te bats avec les constructeurs pour qu'ils te donnent de l'information pour que tu puisses mettre ça dans ton livre. Parce qu'eux vont nous dire, ben on le sait pas, on peut pas te le dire en ce moment, c'est sous embargo. Tu sais, il faut que tu te battes à toutes les fois. Ils ont l'information, là. Ouais. Quand on développe un produit, là, on le développe 3, 4, 5 ans d'avance. C'est pas comme s'ils le savaient pas, là. Non, mais ils se gardent l'information pour eux parce que le département a décidé que c'est à telle date qu'ils relâchaient l'information. Fait qu'il faut que tu travailles, tu sais. Puis quand j'ai des scoops ou des informations, des confirmations, c'est souvent de la part des concessionnaires qui sont de plus en plus des alliés importants pour moi. Puis en même temps, je suis vraiment conscient que une relation avec un concessionnaire, c'est une relation délicate. La raison pour laquelle je n'emprunte que très rarement des véhicules chez des concessionnaires, c'est parce que tu te sens mal si tu parles en mal du produit ou si tu le positionnes pas bien ou si... C'est son pain et son beurre. Puis moi, je vais toujours garder la même histoire en tête. Sur RPM, on est en 2015. Subaru venait de lancer sa nouvelle WRX et lançait aussi sa nouvelle Outback. Et à 3 semaines d'intervalle, j'avais fait la critique des deux produits. Okay. Alors, j'avais encensé l'Outback, qui était une voiture, pour moi, exceptionnelle. On venait de la redessiner. Elle était plus belle que jamais, plus efficace, plus bon. On avait réglé les problèmes de moteur. Bref, c'était un produit. J'avais encensé ce produit-là, puis je n'avais pratiquement pas entendu parler, là, tu sais, bon. Puis 3 semaines plus tard, je fais une critique sur la WRX, voiture que j'adore, performances sont là, mais je trouve donc que le design de l'habitacle, ça fait Suzuki des années 90, là. C'est très ordinaire. Du gros plastique de Fisher-Price, pas de finition, ça fait dur. Et là, tu as un vendeur d'un concessionnaire Subaru qui appelle à Toronto, avec un directeur des ventes qui se plaint de ce review-là, qui dit que je l'ai empêché de vendre 2 voitures dans le mois, ça lui a empêché de faire son objectif, d'avoir ses ristournes. Là, c'était la catastrophe. Wow. Subaru m'appelle, ils prennent l'avion de Toronto, descendent à Montréal, on s'en va manger. Wow. Puis la réponse, c'est, en parlant avec les relationnistes, je dis, oui, mais... Est-ce que, je veux dire, regarde, j'ai été critique envers ton habitacle pendant 30 secondes dans un review de 35 minutes. Est-ce que je l'ai aimé, l'auto? Je l'ai adoré. Mais lui, il a focusé sur l'élément qu'il n'avait pas aimé
pour justifier le fait qu'il n'a pas réussi à closer ses deals, comme on dit en bon français. Comme ça avait un lien avec... Parce qu'un vendeur automobile, et c'est pas de mauvaise foi que je vais dire ça, ça s'appelle de la nature humaine. Si je l'aide à vendre un produit, lui, il voit pas ça comme une poussée. Ouais, il l'a vendu. Il l'a vendu. Ouais. Mais si je le bloque dans sa transaction, ou si un client arrive et dit « Ouais, mais le gars à la TV, il a dit que... Ben là, je viens d'y mettre une épine dans le pied. Ouais. Là, ça va et être c'est là qu'il n'est pas content. Puis c'est la même chose en ce qui concerne les FNI. Donc, les directeurs financiers, tu sais, moi, quand je dis à quelqu'un, faites attention, parce que si vous prenez un anti-rouille chez un concessionnaire qui va vous coûter 10 fois le prix d'aller faire un traitement chez un indépendant, vous payez pour du futur alors que vous ne savez même pas combien de temps vous allez avoir votre véhicule. Il n'y a pas un FNI qui m'aime, là. Non, clairement. On s'entend-tu? Parce que c'est sa paye à lui. Alors, je comprends tout ça. Maintenant, moi, je veux être juste, puis je veux être informé. Puis aujourd'hui, il y a tellement de produits, il y a tellement de façons de vendre un véhicule. Tu sais, tu peux vendre une Porsche en deuxième chance au crédit. Aujourd'hui, c'est incroyable. L'accessibilité au véhicule n'a jamais été aussi grande. Ouais. C'est hallucinant. J'avais une entrevue il n'y a pas longtemps, justement, avec le huissier Michel Gaucher, qui me disait, écoute, la quantité de voitures de luxe que je saisis chez de gens qui n'auraient jamais eu les moyens de se payer une voiture avec une étoile ou avec 4 anneaux sur la grille de calandre, là. Ben, je veux dire, comment on a pu réussir à vendre une auto de 75 000 à un gars qui fait 26 000 de salaire? Tu sais, à un moment donné, ça n'a aucun bon sens. Fait que, l'accessibilité aux voitures, on rajoute des produits là-dedans. On a des façons de toutes sortes pour réussir à vendre une voiture ou pour passer un client au crédit. Mais tu sais, moi, ça m'intéresse. Puis je veux parler avec des FNI. C'est un défi que je me donne cette année d'aller chercher de l'information dans toutes les sphères. Autant dans le marché du véhicule d'occasion que dans le marché de la très grande voiture de luxe. Autant dans le marché du financement privé. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? En fait, moi, je veux me faire nourrir en information à ce niveau-là parce que souvent, ces gens-là vont me critiquer en me disant « Oui, mais moi, chez nous, c'est pas comme ça. Sauf qu'il y a tellement de possibilités. Tu sais, il y a tellement de produits d'assurance, de garantie qui existent que d'être à l'affût de tout ça, c'est très difficile. Puis c'est certainement pas les manufacturiers qui vont te renseigner là-dessus, là. Parce que ça, c'est un produit de concessionnaire. Ça n'a rien à voir. Fait que, tu sais, moi, ça me fascine tout ça. C'est vraiment... Puis je suis persuadé que demain matin, si tu me mettais un département des ventes entre les mains, j'aurais un joyeux plaisir à vendre des véhicules puis à mettre ça de l'avant parce que je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Je ne veux pas dire que je commence, mais c'est-à-dire il y a de plus en plus de façons de vendre des véhicules et c'est fascinant de voir comment les concessionnaires peuvent être débrouillards. On l'a vu dans la pandémie. Tu as des concessionnaires qui ont lancé la serviette puis ont attendu que ça finisse. Puis tu en as d'autres qui ont pris la balle au bon puis qui ont dit c'est le moment ou jamais de se démarquer. Et c'est fascinant de voir ça. Comment se fait-il que Kia a réussi à connaître une augmentation de ses ventes en 2020 dans un marché qui a baissé de 20 c'est fondamental. Exceptionnel, là. Je le vois, on a beaucoup de concessionnaires clients avec l'entreprise, puis fait que on a un lien avec au-dessus de 200 concessionnaires au Québec. Fait qu'on a... j'ai le fil le pouls de chacun d'eux. On les a appelés, on leur a demandé, puis c'est fou. Il y en a que c'était fermé, puis il y en a d'autres qui est comme, on a réussi à vendre 18 chars cette semaine. Puis il y a une personne dans le concessionnaire. Fait que là, c'est sûr que quand tu comptes le overhead, puis la bâtisse qui est conçue pour une équipe de 15 vendeurs, puis que tu en as juste 2. Puis, sauf qu'en même temps, en 2020... C'est pas le cas de tout le monde, là, puis je veux pas généraliser, mais de façon générale, le profit au concessionnaire n'a pas été affecté. Au contraire, ça a même été un peu plus élevé que ce que c'était en 2019. Mais je pense que ça l'a vraiment permis de refaire un peu cette bulle-là de vente, justement, pour être capable de peut-être augmenter le profit en se disant, OK, on n'avait peut-être pas besoin d'autant de monde que ça pour vendre un char. Moi, ma perception, en fait, c'est pas compliqué. C'est, hey, les gars, allumez.
Allumez parce que là, on vous a mis devant une situation. Il y en a qui ont performé, il y en a qui n'ont pas performé. Puis comprenez peut-être que le modèle d'affaires que le constructeur automobile vous propose, c'est peut-être pas le meilleur. Et je prends Nissan, par exemple. Parce que Nissan a littéralement, excuse-moi le terme, là, mais a dompé des véhicules dans les cours des concessionnaires, 13 à la douzaine. Arrangez-vous avec ça, vendez-moi ça. On va vous donner des ristournes, putain. J'ai 86 Rogue de base blanc à passer, là. Tu sais, puis c'est plus vendable. Là. Le véhicule, ça fait 7 ans qu'il est pareil. Là. Comment tu fais pour te débrouiller avec ça? Fait que, ils ont fait du dumping, là, carrément. Là, ça a été épouvantable. Et Nissan a énormément souffert. C'est un des constructeurs qui a le plus souffert. Infiniti, encore pire. Alors, comment se fait-il qu'ils en sont arrivés là? Bon, il y a toutes sortes de circonstances, bien sûr, mais là, c'est le temps de se réveiller. Puis là, ils débarquent avec un paquet de nouveaux produits. Sauf que je pense que pour le constructeur, c'est une prise de conscience aussi. Pour les concessionnaires, c'est comme, garde, arrêtez de remplir ma cour, là. Moi, je veux créer une demande chez nous. Puis si le client se présente chez nous puis qu'il sait qu'il faut qu'il attende 2 mois pour son véhicule, ben peut-être que la valeur pour le produit va être plus importante que s'il y en a 100 pareils dans le cours puis qu'il y a juste à choisir. Ouais, ça, fait que, il y a ça aussi. Puis on le voit là actuellement avec le marché des camionnettes pleine grandeur, il y a une pénurie. Ford, GM, Ram, c'est la même chose. On le voit dans ce marché-là. Des camions pour lesquels on octroyait 10 000 $ de rabais il y a 1 an et demi, 2 ans, ben là, il n'y a plus de rabais. Là. Parce que si toi, tu le prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Fait que le marché est complètement chamboulé. Mais en même temps, les concessionnaires ont une prise de conscience. Les véhicules d'occasion valent plus cher que jamais. La valeur de chacun des produits qui rentrent dans la cour vaut plus cher. On comprend aussi que ce qui tue un concessionnaire automobile, c'est l'inventaire. Parce que les concessionnaires, en 2020, dans certains cas, n'ont pas eu beaucoup d'inventaire et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas eu des frais astronomiques et donc une profitabilité plus intéressante. Bon, aussi, il y a le fait qu'évidemment, on n'avait pas d'employés à payer ou partiellement. Ça aussi, ça a aidé, mais ça, c'est une mesure temporaire. C'est quelque chose que tu ne peux pas reproduire en 2021, là, évidemment. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'ajuster. Absolument, absolument. Puis en même temps, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ben, tu vois des méga monstres de concessionnaires se construire, des bâtisses à des montants qui n'ont pas de bon sens. J'étais sur la 20 en direction de Québec la semaine passée, puis j'ai vu ce nouveau concessionnaire Volkswagen à Saint-Nicolas. J'ai dit, tabarouette, c'est plus gros qu'un Walmart. Ça n'a aucun bon sens. L'inventaire incroyablement beau. C'est magnifique. Quand tu rentres dedans, c'est... C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est pour ça que je me dis... L'expérience client est importante, puis moi, je crois encore au modèle d'affaires d'une concession traditionnelle, mais il faut faire attention, parce que ça peut être un éléphant blanc si les choses vont pas bien. Puis, d'un autre côté, ben, tu as des constructeurs automobiles, Genesis, Polestar, qui ouvrent des concessionnaires dans des centres d'achat. Puis la concession Genesis est plus petite qu'un Bath and Body Works. C'est un peu curieux, là. Mais en même temps, c'est la direction qu'ils ont décidé de prendre. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça va être une mode? Est-ce que ça va être de passage? C'est intéressant de voir ça. Oui, c'est vraiment je pense qu'on est dans une transition... Puis l'achat du véhicule en ligne, c'est quelque chose aussi... Bon, on sait que les lois sont super archaïques au Québec, là. Tu ne peux pas techniquement encore aujourd'hui vendre un véhicule ailleurs qu'en concession. Ça prend une signature physique en concession. Je pense que les lois sont sur le point de changer parce que tous ceux qui ont enfreint les lois durant la COVID, c'est ceux qui se sont démarqués. Puis tu vois, il n'y a personne qui s'est fait taper sur les doigts pour ça, là. La loi n'a pas d'allure. C'est obsolète, mais... la vente en ligne au Québec aurait dû se faire, c'est-à-dire cette évolution-là aurait dû se faire beaucoup plus rapidement. Écoute, durant la crise d'Internet en 2001, alors que j'étais à l'emploi d'Auto 123, j'ai perdu mon emploi à 50 %. Parce que, évidemment, il y avait une crise d'Internet, puis là, l'industrie souffrait beaucoup. Et j'avais pas commencé à écrire de façon professionnelle à ce moment-là. J'étais plus à l'étape de développement et puis tout ça. Et un des bons clients d'Auto 123 à l'époque, c'était le groupe Spinelli à Montréal, qui m'avait engagé part-time pour développer les ventes Internet en 2001. Et je me souviens avoir vendu un véhicule par Internet. Le client était venu signer en concession, mais tout s'était fait par Internet.
Et j'avais trouvé ça exceptionnel. Mais mon constat, c'est que 20 ans plus tard, ça n'a pas changé. C'est encore pareil. Il y a une bonne partie qui est faite maintenant de la vente. Il y a de la recherche. Mais... Aujourd'hui, la différence, c'est que la clientèle arrive chez les concessionnaires plus informés que les vendeurs. Exact. Moi, j'étais allé configurer ce véhicule-là. J'ai comparé avec les prix de 3 concessionnaires. J'ai fait des demandes de prix en ligne. J'étais allé voir le Protégez-vous. J'étais allé voir des reviews automobiles québécois, canadiens, américains. J'ai regardé des vidéos. J'étais allé voir Consumers Report. Le client arrive, là, il est ferré. Il sait exactement ce qu'il s'en vient acheter. Ouais. Puis si ça se trouve, il est capable de te nommer le code de modèle sans te dire c'est quoi. Ouais, il ne te dira pas que c'est un Chevrolet Equinox. Il va te dire c'est un... Là, je te dis n'importe quoi, un BT 120 code de couleur 86B. C'est ça qu'il va te dire. Dans Yoast, ils connaissent les numéros de stock. Il sait souvent. Tellement ce qu'il veut. Alors, le vendeur, il est flabbergasté, puis il ne sait pas quoi répondre. Puis ça, c'est une autre affaire. C'est que c'est tellement difficile, la rétention d'employés. Il y a une pénurie d'employés en ce moment, comme dans tout, là. Mais il y a une pénurie d'employés en ce moment dans l'industrie et particulièrement en vente automobile. Et je me rends compte que les formations de vente automobile, aujourd'hui, on fait ça rapide. Il y a des cours qui se donnent en 2-3 semaines. C'est fait, merci, bonsoir. Puis après ça, on t'envoie dans la fosse au lion, puis débrouille-toi avec ça. C'est un métier, être vendeur automobile, qu'il faut qu'il soit pris au sérieux. Moi, ça me fascine quand je rencontre des gens qui pratiquent le métier depuis 20, 30 ans, qui sont fidèles à une concession. Je salue au passage François Gravel de chez Arbour Volkswagen, qui est à l'emploi de ce concessionnaire-là depuis 30 ans. Ah ouais. Wow. D'une seule et même concession à vendre le même produit. C'est un gars qui est dédié. Si tu arrives là-bas, tu n'y en passeras pas une. Il est amoureux du produit. Est-ce qu'il est biaisé? Bien sûr, il le dit lui-même. Oui. Parce qu'il est amoureux de la marque, puis c'est correct. Mais tu sais, faire affaire avec un gars comme ça, c'est pas mal plus intéressant que de faire affaire avec un gars qui travaille pour un groupe puis qui passe d'un concessionnaire à l'autre aux 2 semaines. Ouais. T'as pas ce sentiment d'avoir eu une transaction, je veux pas dire intime, mais intéressante avec un professionnel. Fait que ça, c'est un aspect qui, pour moi, est très intéressant. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile pour moi d'être un mystery shopper. Mais quand je me présente en concession avec un ami ou une amie qui veut s'acheter un véhicule, puis que je regarde les vendeurs aller, des fois, il y en a qui font un travail exceptionnel, il y en a d'autres, c'est effrayant. T'amuses-tu des fois avec des vendeurs à les challenger? Non, en fait... Non, mais sans être méchant, sans vouloir l'humilier, là, mais tu sais, le challenger sur des affaires parce que ça arrive souvent. Je veux dire qu'un vendeur est pas... Puis j'ai déjà vendu des véhicules, puis tu m'aurais posé des questions. Ça, je savais même pas le nombre de chevaux qu'il y avait dedans. Je te disais à peu près. Là, c'est ça. Mais m'asseoir avec quelqu'un comme toi, puis essayer d'avoir une transaction avec quelqu'un qui est très connaissant envers le produit. Mais en même temps, tu vas m'en apprendre. Tu vas m'en apprendre parce que peut-être que tu as des façons de financer ton produit, peut-être que tu as des alternatives de financement de location que je connais pas. Il y a peut-être des... Tu sais, à ce niveau-là, je veux dire, je peux pas être au courant de tout ce qui se passe à tous les mois dans toutes les marques, c'est impossible. Mais c'est sûr que sur le produit, puis encore là, écoute, là, ça se peut que tu m'en apprennes. Là. C'est pas parce que je passe mon quotidien là-dedans que j'en échappe pas. D'après moi, tu dois avoir une petite longueur d'avance. Mais je veux dire, mais sauf qu'un client, un vendeur qui... Tu sais, je me mets à la place d'un vendeur Mazda, là. Il y a 4 produits à étudier, là. Tu sais, parce que tu n'as plus besoin d'étudier à Mazda 6, ils n'en vendent plus. Fait que t'oublies ça. Tu sais, je veux dire, t'as le CX3, CX30, CX5, CX9, la Mazda 3, puis accessoirement la MX5, mais bon... Fait que quand tu as étudié tous ces produits-là, puis il y a 3 moteurs chez Mazda, puis c'est toutes les mêmes mécaniques, mais tu as rapidement fait le tour, tu les connais par cœur. Tu connais tes codes de couleur, tu connais les nouvelles options, tu sais ce qui est arrivé dans ta cour. Ça, c'est pas pire. Quand tu vends du Mercedes... Ou des pick-up. Il y a 100 millions de possibilités de Mercedes, de combinaisons. Ils ont beau toutes les commander noir ou blanc, là, il y a quand même beaucoup de possibilités. Tu sais, fait que ça, c'est un peu plus compliqué. Même nous, là, on s'y retrouve pas. Là. Je veux dire, on change de code de modèle, de variation, de mécanique à chaque année. On ne sait plus. Tu sais, une classe E, tu peux l'avoir coupé, berline familiale, cabriolet, 4 roues motrices. Ça finit plus là, avec une panoplie de versions. Tu as plus de versions AMG que de versions régulières.
Là, tu fais, sont-tu sérieux, là? Mais c'est fou à quel point il y a une évolution, puis tu te perds dans ces gammes-là. Ouais. Fait que pour un vendeur qui travaille chez Mazda ou qui vend chez Genesis, ben, je veux dire, tes produits, tu les as appris par cœur, j'ose espérer. Ouais, j'ai un ancien collègue qui écoute le podcast qui doit rire un peu dans sa barbe en ce moment parce que je travaille chez Mitsubishi, puis il y avait Mirage, RVR puis Outlander. Puis bon, Mirage, c'est pas compliqué. T'as juste dans le produit. J'étais un bon vendeur, mais produit-wise, là, tu me posais des questions, je sais pas, il y a combien de torque, je sais pas combien de capacité de remorquage, il y allait tout le temps à peu près. Puis, mais, ouais, moi, j'ai un disque dur popé pour ces affaires-là. Des fois, tu sais, je me fais reprocher de ne pas retenir des informations pas mal plus importantes, mais ça, ces affaires-là, je les retiens. Non, effectivement, c'est essentiel pour toi. Tu sais, une date de fête, là, des fois, je les oublie, mais ça reste. Mais ça reste le nombre de chevaux. Oui, exact. Écoute, merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment apprécié. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance de te rencontrer. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si jamais il y a des concessionnaires qui veulent avoir Antoine comme directeur des ventes, ils cherchent une temps partiel, un petit stage. Sinon, j'imagine que les gens qui veulent te suivre, ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, c'est l'idéal. En fait, j'ai ma page Facebook, Antoine Joubert, chroniqueur auto. J'ai ma page YouTube, Auto Joubert. Prochainement, je lancerai mon site Internet, antoinejoubert.ca. Mais principalement, vous allez me retrouver sur le site du Guide de l'auto. Bon, vous allez me lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Évidemment, Salut, bonjour, une fois semaine, le mardi ou le dimanche en matinée. Le Guide de l'auto qui sort à chaque année. Et puis sur Cube Radio, chaque samedi à 10h. C'est quoi le nom de ton podcast déjà? C'est le Guide de l'auto. Le Guide de l'auto. Le Guide de l'auto. Donc, c'est une émission d'1 heure qui est faite en 3 volets avec mon collègue Germain Goyer. Okay. Puis on a bien du fun à le faire. Puis d'ailleurs, écoute, je termine ici, puis je m'en vais enregistrer ma prochaine. Direct. Je reçois Gino Chouinard cette semaine qui va nous parler de sa première voiture puis de sa passion pour les autos. Les gens connaissent peut-être pas ça de Gino, mais c'est le fun. Non, des fois, on se promène, on reçoit chaque semaine un invité et puis on s'en va dans toutes les sphères. Fait que c'est pas mal le fun. Cool. Puis le contenu sur ta chaîne YouTube, le monde peut s'attendre à avoir quoi sur ta chaîne? Vous allez avoir des critiques de voitures neuves. Je fais aussi, j'ai une grosse collection de brochures automobiles. Moi, fait que par l'entremise de brochures de voitures, je vais faire des rétrospectives du passé sur des modèles qui m'ont marqué des années 70, 80, 90. Je fais ça un petit peu. Évidemment, là, j'ai ma série télé qui s'en vient, qui va être diffusée à TVA Sport dès l'automne, qui s'appelle Rouleau suivant, qui va être aussi sur ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube. C'est quoi le concept? Le concept, c'est pas compliqué. En fait, c'est que moi, je pars du principe qu'on jette nos choux gras au Québec, qu'on envoie des voitures à la scrap beaucoup trop rapidement. Et il y a des voitures qui sont encore en très bonne condition de rouler, mais qui ont eu un entretien négligé et qui se retrouvent à peu près nulle part et que les gens abandonnent. Mais moi, je récupère ces voitures-là. Je veux éduquer les gens en montrant qu'il y a une négligence d'entretien et que ça aurait pu être payant de faire de l'entretien pour garder cette voiture-là plus longtemps sur la route, plutôt que de passer son temps à changer de véhicule. Donc, je vais passer... J'ai beaucoup d'aide de gens de différents métiers. Donc, carrosserie, mécanique, esthétique, des gens qui vont travailler dans le domaine des pneus, des pare-brises, des systèmes audio, de tout ce que tu voudras. Donc, on met la main à la pâte pour remettre ces voitures-là en condition. Et ensuite, on donne la voiture à un gagnant qui aura participé au concours, personne qui est dans le besoin et à qui ça va rendre service. Donc, j'aime ça, j'adore le concept. Fait que on commence à tourner dans quelques semaines seulement. Et c'est ça. Fait que ça va se retrouver sur TVA Sport à l'automne. Puis on va voir si ça connaît le succès auquel je m'attends. J'espère bien, en tout cas, parce que c'est un projet qui est bien le fun. Puis on a des voitures assez particulières. Il y en a il y a des autos, des fois, là, tu fais... une auto en super bonne condition, là, mais qui a l'équivalent de 10 sacs de Doritos émiettés dans le fond de l'auto. Tu te dis comment la personne pouvait vivre là-dedans. Ça sent la cigarette à un niveau que tu n'as pas idée. C'est taché. C'est, tu sais, désinfecter quelque chose aujourd'hui, c'est à la mode, là, ben ça, on va avoir de sérieux jobs à faire parce que c'est effrayant. C'est effrayant. Il y a des voitures qui sont carrément insalubres, tu ne veux même pas t'asseoir dedans. Et pourtant, elles sont encore très, très bonnes, mais alors c'est ça, on a récupéré des voitures assez particulières comme ça, puis on a même une voiture qui est de 50 000 km, qui est en condition impeccable, mais qui est envoyée à la scrap.
parce que la personne est décédée, son propriétaire est décédé, et la succession ne savait pas quoi faire avec l'auto, ils ont envoyé ça à scrap. J'ai jamais entendu parler de Kijiji. Exactement. Ah ouais, c'est ça. C'est cool, fait que c'est assez particulier. Bon. Écoute, merci beaucoup Antoine, encore une fois. Avec grand plaisir. Si les gens veulent écouter l'épisode avec Antoine, en fait, il va être disponible sur YouTube, évidemment, Spotify, Balado, Google Podcast. Si vous voulez suivre les pages Facebook et Instagram, évidemment, pour voir quand les épisodes sortent et des extraits, c'est Be Back Podcast. Et puis, sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci.